Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, l'actualité en Israël que vous avez peut-être ratée, c'est maintenant, alors c'est l'heure d'Israël Inside, on est parti, restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette rubrique avec le terrible séisme qui a eu lieu au Népal. Selon les dernières informations officielles, plus de 2000 morts et 5000 blessés sont à déplorer. D'autre part, le Népal est l'une des destinations favorites des jeunes Israéliens, notamment pour les vacances post-armées. Selon les estimations, il pourrait y avoir 2000 touristes israéliens actuellement au Népal. Pour l'heure, on est sans nouvelles d'une soixantaine d'entre eux. Israël a proposé une aide médicale et humanitaire aux autorités népalaises. On écoute tout de suite le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Pour l'heure, il n'y a que quelques blessés légers et nous n'avons aucune information sur des blessés graves. Nous avons établi le contact avec la majorité des Israéliens et pour le moment, seuls 250 n'ont pas donné de nouvelles. Le problème au Népal, au-delà de Katmandou, il n'y a de connexion ni par Internet ni par téléphone. Cette nuit, nous allons envoyer 2 avions. Le premier d'aide médicale, le second doit rapatrier des Israéliens. Nous attendons pour cela l'ouverture de l'aéroport de Katmandou. De là, ils prendront la direction de l'aéroport le plus proche et agiront ainsi au plus vite. Et avec nous en plateau, Dani Kahn, membre du conseil d'administration de l'ONG Brit Olam, à traduire l'Alliance mondiale qui fournit une aide humanitaire aux pays en détresse. Dani Kahn, vous vous apprêtez à envoyer une mission au Népal. Quels sont les besoins de la population après ce sinistre? D'abord, une petite correction. Je représente Brit Olam, mais je représente surtout Natan. Natan, qui est la coalition des organisations bénévoles israéliennes impliquées dans l'aide immédiate en cas de séisme. Le grand problème dans ce genre de catastrophe naturelle, c'est le problème médical. Et Tsahal va envoyer un avion et un hôpital de terrain. L'armée israélienne, hein. Mais c'est surtout les enfants qui se retrouvent sans toit, qui traînent dans les rues, les écoles qui ne rouvriront pas avant des mois, les enseignants qui ne savent plus comment encadrer les enfants, un traumatisme général considérable. Et c'est là que nous intervenons. Les bénévoles de Natan sont des gens qui ont une expérience, qui ont une grande expérience malheureusement, parce qu'en Israël, on a l'habitude de ce genre de traumatisme, et qui donc apportent l'encadrement, les méthodes, et directement aux enfants, et pour former les enseignants, les cadres sociaux, pour pouvoir permettre effectivement de reprendre une vie presque normale. Alors justement, votre ONG agit également sur le long terme en formant des volontaires qui sont envoyés ensuite dans les lieux sinistrés. Dans quel domaine interviennent-ils? Plusieurs domaines. Je vais prendre le cas des Philippines. La dernière année, lors du typhon Yolanda aux Philippines, dans les 48 heures, nous avons envoyé des équipes. On a commencé par travailler au niveau purement médical, puis à aider à la réouverture des écoles par la formation des enseignants, par l'encadrement d'enfants. Une organisation qui fait partie de notre coopération était travailler avec les enfants sur le football comme moyen thérapeutique. Et ça a évolué jusqu'à un travail communautaire dans un village bien particulier, un village sinistré. Et ça se continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est la différence quand on fait travailler des bénévoles et des organisations comme la nôtre et des coalitions, on travaille sur le long terme. Alors justement, Lise, ce n'est pas la première fois qu'Israël prête main forte justement aux pays qui ont subi des catastrophes. Oui, Israël a beaucoup aidé, notamment Haïti en 2010 lors du séisme qui avait frappé l'île, qui avait fait 100 000 victimes. Dès le lendemain, une délégation de 220 personnes était partie. Elle était composée de membres du ministère des Affaires étrangères, du commandement du front intérieur et du corps médical de l'armée israélienne. 2 avions étaient donc partis, un chargé de vivres et de médicaments et un autre chargé de faire voyager les blessés vers les hôpitaux étrangers les plus proches. Tsahal avait installé un hôpital de campagne très important. Alors l'unité qui s'occupe de ça, c'est l'unité du commandement du front intérieur, qui est une force spécialisée dans les missions difficiles de sauvetage, qui s'adapte aux situations d'urgence. Et donc c'est une unité qui intervient très fréquemment. En 2011, en Turquie, lors du séisme, un avion cargo avait aussi amené de l'aide humanitaire. En 2004, au Sri Lanka, 150 médecins de l'armée israélienne étaient partis, etc. Au Japon, en 2011, également. Je vous propose de regarder des images de l'armée israélienne à Haïti en 2010, il y a 5 ans. On regarde.
חדר ניתוח בהתאוששות, לידו, בתוכו יהיה מכלול גינקולוגי עם חדר לידה ויכולת לקבל ניתוחים מופיעים גם בתחום הזה. כאן שלומי, קבלו 2 פצועות, אחת כבר בדרך אליכם, אנחנו עוד כמה קטנות אצלכם. תן לי עירות. She's your sister? Yes, okay. She's my sister. מהר מאוד קלטו את היכולות שלנו, ומשום שאין פה באזור הזה שום מתקן רפואי אחר בסדר גודל כזה, אז אנחנו מרגישים לאט לאט איך יותר ויותר הפניות ומקרים קשים יותר, מורכבים יותר מגיעים לכאן. Justement, Maurice Yvergo, est-ce que vous pensez que dans les médias, on parle suffisamment justement de l'intervention d'Israël dans les pays sinistrés? Je pense que l'intervention immédiate, oui, elle est évoquée. L'intervention de Tsahal, de l'armée israélienne dans ces secteurs sinistrés est souvent évoquée. Là, ce dont on parle moins, c'est les suites, la réhabilitation. Là, Israël continue de maintenir un effort, vous l'avez entendu avec Danny Kahn, au cours des années. Alors par exemple, pour ce qui concerne Haïti, on parlait de 60 000 morts officiels et on est arrivé à un bilan de 300 000. Le pays n'est toujours pas sorti de ce traumatisme. Alors, Israël a toujours une action continue dans ces régions-là. Justement, en Haïti, vous étiez intervenu, Danny. Est-ce que vous pensez qu'après 5 ans, justement, la population de l'île est finalement parvenue à se remettre de cette catastrophe? Hélas, non. Je suis en contact permanent avec Haïti. J'y ai passé un long moment à l'époque et j'y suis retourné. C'est une situation de désastre à long terme qui est extrêmement compliqué. Il ne faut pas non plus oublier qu'en Haïti, la situation, peut-être aussi comme au Népal, était déjà une situation d'échec avant la catastrophe. On ne reprend pas vraiment pied. Et ce que nous faisons à Nathan, avec nos bénévoles, c'est précisément essayer, d'une part, de leur donner les outils pour reprendre contact avec la vie, mais d'autre part, les accompagner suffisamment longtemps et créer des forces locales qui soient capables sur le long terme. Le côté formidable, c'est la capacité des bénévoles israéliens. Depuis l'annonce du tremblement de terre hier au Népal, mon téléphone n'arrête pas de sonner, que ce soit Facebook, que ce soit mon mail, de gens qui disent on veut partir. Oui, beaucoup de solidarité. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Israël se trouve dans une zone géologique à très haut risque, Maurice Yvergo. Oui, nous sommes situés au milieu de 2 failles, la faille syro-africaine, le long de la dépression du Jourdain, de la frontière nord jusqu'à Eilat, et sur la faille du Carmel qui va pratiquement jusqu'à la région de Haïfa. Alors quand on sait par exemple que l'épicentre du séisme qu'on a vécu ce fin de semaine au Népal était à 70 km de Katmandou, alors on peut imaginer, vu que de la vallée du Jourdain jusqu'à Haïfa, il n'y a pas 70 km, on peut imaginer qu'est-ce qu'un séisme en Israël pourrait produire comme dégâts. On parle de plusieurs dizaines de milliers de victimes. Alors le problème, c'est que le pays, sur le plan de la réponse immédiate, est suffisamment organisé. L'armée a mis en place, par exemple, la défense civile qui est capable de réagir et d'organiser les populations, les secours, les hôpitaux et tous les soins de première nécessité. Le problème, c'est sur la prévention. On se trouve dans une zone grand séisme, disons, et sur le plan de la prévention, il n'y a pas grand-chose qui est fait. On estime qu'en Israël, il y a à peu près 100 000 immeubles qui ne résisteront pas à un séisme moyen. Mais oui, voilà, justement, les immeubles maintenant sont construits par rapport à ce problème. Tous les immeubles qui ont été construits après les années 80, oui, mais il y a encore en Israël, et surtout des HLM dans certaines régions du centre du pays, qui ont été construits sur pilotis comme ça, qui ne résisteront pas à un séisme d'une amplitude de 6. Et là, il y a des lois, elles ne sont pratiquement pas appliquées par les municipalités et par les autorités. On sait que, par exemple, qu'il y a à peine, depuis 10 ans, 300 immeubles qui ont été réhabilités pour résister à un séisme. Il en reste encore des milliers. Donc, en cas de séisme ici de 6,5, on pourrait avoir plusieurs milliers de blessés et des victimes. Allez, on va passer à un sujet beaucoup plus léger. Cette fois-ci, on connaît bien la règle. Pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais savez-vous que les fruits israéliens sont particulièrement bénéfiques pour l'organisme? Une étude menée par l'université du Terlion à Haïfa, dans le nord d'Israël, a montré que la grenade et les dattes ont des vertus insoupçonnées. La consommation quotidienne de ces fruits réduirait les risques de cancer des fruits. Miracle, les explications tout de suite. Une étude israélienne vient de révéler que la consommation régulière de jus de grenade et de dattes aide à la prévention de la crise cardiaque.
Les grenades sont connues pour leurs vertus pour l'organisme. Leur jus, riche en antioxydants, diminue la pression sanguine, la croissance des cellules cancéreuses, a un effet neuroprotecteur et possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-stress et antivirales. Le fruit est riche en vitamines A, C et E, ainsi qu'en fer. La date, elle, diminue les maladies cardiovasculaires. Riche en glucides, elle constitue aussi un bon carburant pour les muscles. Les dattes sont constituées en majorité de fibres qui jouent un rôle important dans la régularité intestinale et la réduction du taux de cholestérol. L'équipe du professeur Amiram travaille sur ces questions depuis 25 ans. Les chercheurs de l'université du Ternion à Haïfa ont découvert qu'un demi-verre de jus de grenade et 3 dattes par jour peuvent entraîner une réduction significative d'athérosclérose, soit l'accumulation de cellules graisseuses dans les artères qui peut causer des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Nous avons découvert que la grenade est le fruit le plus riche en antioxydants. Il a le jus le plus concentré en antioxydants. Ce sont des antioxydants uniques. Ils aident à déboucher les artères et évitent le cholestérol et les infarctus. Selon une étude publiée récemment dans la revue scientifique British Food and Function, consommer régulièrement, la combinaison d'antioxydants contenus dans les grenades et les dattes peut réduire le cholestérol dans les artères de 28%. Le professeur Michael Aviram, qui a dirigé les recherches, souligne que la plus forte concentration d'antioxydants est contenue dans les noyaux de dattes. Il suggère donc de les moudre pour les consommer. Donc on vient de le voir, Lise, en Israël, la consommation de grenades et de dattes, c'est monnaie courante. Oui, alors en plus, il y a une tradition, notamment à Tel Aviv. Dans la rue, il y a beaucoup de bars à jus qui font des mixtures à base de fruits et de légumes frais. Alors pour être tendance, on peut se faire un veggie shake, c'est-à-dire un jus avec seulement des légumes verts, du chou kale, des courgettes. C'est pas très ragoûtant comme ça, mais c'est très bon pour la santé. Ou on peut rester classique, orange, carotte, mangue, etc. Et on peut ajouter du yaourt, de l'eau, tout ce qu'on veut, du lait. C'est très bon pour la santé. Allez, au choix. Lise, donc non seulement les fruits israéliens sont très bons pour la santé, on vient de le voir, mais en plus, globalement, les Israéliens ont un régime alimentaire très sain. Oui, alors en fait, il y a eu une étude qui portait sur les habitudes alimentaires de 187 pays et qui a placé Israël à la 9e place du classement général. Alors la Méditerranée est la grande gagnante de ce classement, puisque dans les premières places, on a aussi la Turquie, la Grèce et l'Italie. Donc pourquoi les Israéliens sont bien classés? Parce qu'ils mangent des fruits, des légumes, des haricots, des légumineuses, des noix, des graines et des graisses polyinsaturées. Parmi les pires pays, on a évidemment les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Inde et la Chine. Alors Maurice, les bienfaits des dattes et des grenades sont connus en ce qui concerne l'hypertension. Dans cette région où les gens sont un petit peu stressés, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est bien de consommer autant de grenades et de dattes? Un petit peu stressé, c'est un euphémisme. On vit dans une région où il y a des conflits permanents, où tous les ans pratiquement on a un conflit, on a eu des intifadas, des attentats. Donc on a coutume de dire que les Israéliens sont hyper stressés. Or, et le paradoxe, c'est quand on considère les statistiques de l'hypertension en Israël, eh ben on trouve qu'on est à peu près à 20% de la population, c'est-à-dire comme aux États-Unis ou dans tous les pays européens, on n'a pas plus d'hypertendus en Israël. Alors ce qui est intéressant encore une fois, c'est que les hommes sont moins tendus que les femmes, et la population qui est la plus hypertendue, eh ben, ce sont des hommes arabes de 50 à 64 ans. Ils ont un taux d'hypertension de 15% à peu près. Vous voyez, ça dépend de la situation à la fois sécuritaire mais aussi économique et sociale. Par exemple, on sait que dans les pays développés, le taux d'hypertension est à 20% de la population. Dans les pays moins développés, comme par exemple les pays africains, on arrive à 50% de la population qui est hypertendue. Donc malgré la situation tendue, on peut se féliciter. Je vois que vous écoutez... probablement parce qu'on ne mange pas assez de fruits. Voilà, dans tous les cas, vous écoutez avec beaucoup d'attention Dany, j'allais dire Mort Schumann, parce que vraiment vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. J'espère qu'il vous a convaincu et que vous allez vous mettre Absolument. aux grenades et aux dattes. Et si vous voulez baisser la tension, faites du bénévolat à l'étranger. Lise, en tout cas, cette semaine, Tel Aviv a reçu le fils d'un ancien président français. Oui, c'est le fils de Nicolas Sarkozy, Pierre Sarkozy, qui est DJ, qui est venu animer une des fêtes pour l'indépendance du pays. Donc il s'est rendu à Rishon LeZion. Alors son nom de scène, c'est DJ Mosé. Et il dit qu'il aime beaucoup Israël, qu'il est toujours surpris quand on lui demande pourquoi. Lui, il trouve que le climat est très détendu, artistique et ouvert. Et il rappelle aussi que son grand-père était juif, même s'il ne l'a pas connu. Il a beaucoup influencé son papa. Allez, on va regarder la vidéo tout de suite. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go.
Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. En tout cas, Lise, il n'y a pas photo, il ressemble à son papa. Rapidement, la femme de la semaine, c'est qui? Chanteuse américaine Nicki Minaj qui a investi dans l'application israélienne Music Messenger qui est évaluée à 100 millions de dollars. Merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Dani pour votre participation. Restez avec nous tout de suite. C'est la suite de Midi Ensemble.